Mesdames et messieurs, bonjour, merci et bienvenue dans votre émission Grand Défi. Grand Défi, nous abordons un sujet très important. Vous savez, bientôt, la République démocratique du Congo va célébrer son 65e anniversaire de son indépendance. 65 ans après, quel bilan, quel défi, est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce qu'il y a moyen de renaître? Voilà, tout autour de ce sujet que nous allons échanger avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. C'est Marie-Claire Mutanda, présidente de la nouvelle dynamique Lumumba. Et elle est encore actrice dans beaucoup de choses. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Charissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo continue à souffrir, continue à stagner, continue à tâtonner. On ne voit pas beaucoup plus l'issue se dessiner ou la vision claire se dessiner devant le peuple congolais. Comment vous, personnellement, 65 ans après, vous faites la lecture de l'événement, la lecture de la situation politique, sociale, économique de notre pays? Oui, merci beaucoup. Notre situation, je dirais que c'est une situation mitigée. Juste d'entrée de jeu pour dire, né d'une difficulté, c'est comme un accouchement difficile. Moi, je suis aussi médecin de formation et ancienne fonctionnaire des systèmes des Nations Unies dans plusieurs pays. Donc, j'apporte un peu cette évaluation médicale pour voir le Congo est né comme un enfant né prématuré. Après je vais expliquer tout cela, après un accouchement très difficile, dystocique. Et c'est cela qui a scellé les Congo, parce que d'entrée des jeux, ils entrent dans l'indépendance non équipés suffisamment, et on va expliquer tout cela. Et c'est ça qui va retentir au fil des temps. Mais avant de parler de l'indépendance, on ne peut pas parler d'après si on ne parle pas d'avant. L'indépendance par rapport à une situation qui est même cette grossesse qui va nous accoucher, l'indépendance. Le Congo, c'est une terre qui, depuis son contact avec l'explorateur, a été identifiée comme une réserve économique pour les puissances qui l'exploitent. Donc, pas comme un pays, mais comme une réserve. Non, d'entrée de jeu, c'est une réserve. C'est comme ça que ce jour-là, quand ils se mettent à la table de la conférence du Berlin en Allemagne pour partager les pays d'Afrique, toujours sur cette base des dividendes économiques, le roi belge va obtenir d'avoir cette partie qui est définie comme étant indépendant du Congo comme son jardin privé. Et il va garder cette place pour pouvoir y amener la civilisation et aider au développement de ces pays-là, de cet endroit, le Congo. Pourtant, donc il est né déjà à ces moments-là, avant même qu'il y ait la colonisation, et qu'il y ait plutôt l'indépendance, avant même qu'il y ait la colonisation belge que nous connaissons. Mais au moment où, après les traites négrières, le roi Léopold, il s'est dit qu'il va lutter contre l'esclavagisme, contre la traite, et il va amener les civilisations dans cette partie qui définit un premier Ubwenge.
chers téléspectateurs, ils apprendront Obwenge, le c'est quoi? Obwenge. Faut le dire, hein, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Obwenge, c'est quoi? Obwenge veut dire simplement mensonge en Kinyarwanda. Et vous comprendrez pourquoi j'ai voulu utiliser le Kinyarwanda. Ici, nous sommes au Congo, je n'ai pas voulu l'utiliser en Lingala, en Swahili, parce que ces mots, ces mensonges nous collent jusqu'aujourd'hui. Et là, qui a menti? Le roi Léopold II? Le roi Léopold II. Il va occuper cet espace pour lutter contre l'esclavagisme et et y amener la civilisation. Pourtant, il considère cet espace pour son exploitation individuelle, pour s'enrichir. Parce qu'ici, c'est l'ère où l'ivoire est prisé dans le monde et surtout le caoutchouc rouge est prisé pour l'exploitation, pour la transformation de pneus. Parce que c'est maintenant à l'heure d'industrialisation, on peut utiliser maintenant le pneu et le pneu, c'est le Congo qui fournit encore cette matière en abondance. Le roi veut utiliser cette partie pour ces deux richesses naturelles, l'ivoire et le caoutchouc. Et pendant son temps, lui qui amenait la civilisation et luttait contre l'esclavagisme, le mensonge du siècle commence, il installe un système d'exploitation, de torture, de terreur et on coupe les mains de personnes parce que de travail forcé. Les personnes sont forcées à cultiver, à produire les caoutchoucs et s'ils ne donnent pas le rendement, on coupe les mains. Donc un système de terreur d'entrée des jeux qui va indigner même les activistes de droits de l'homme. Et ici, retenez, parmi les premiers à s'indigner de cette situation sont les Américains et aussi les Anglais. Il y a un certain mot Morel que j'ai vu dans mes recherches et aussi un certain Casamance ou quelqu'un, Roger, qui doit être, je pense, français. Bon. De toute façon, c'est l'Occident, certains activistes de droits de l'homme. Déjà à cette époque, avant 1905, juste la période après son règne, de l'utiliser comme un jardin privé, ils vont crier pour qu'on puisse pouvoir intervenir au Congo. Et effectivement, le roi va se voir être obligé soit de passer son jardin à son pays ou alors de le perdre. Et les Anglais poussaient fort parce qu'ils avaient déjà des intérêts eux aussi dans le sud pour pouvoir s'accaparer à traite minière maintenant. Eux, ils ont découvert le cuivre, je pense. Et donc déjà, d'entrée des jeux, vous voyez, avant et pendant la colonisation, qu'est-ce qui va se passer? La colonisation va venir, soi-disant, pour pouvoir... il va passer à son pays pour pouvoir arrêter cette terreur et ces abus de droits de l'homme qui s'effacent. Mais ce qui va se passer, c'est seulement qu'on va structurer. Le partenariat va se passer d'une façon maintenant structurée et l'exploitation va se faire d'une façon structurée. Structurée, comment? Ça va se passer sur ce qu'on appelle la trinité coloniale. La trinité coloniale, c'est que le Congolais, c'est un grand enfant qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de droit de réflexion. On réfléchit à sa place. Oui, alors, celui qui réfléchit à sa place, c'est l'administration belge. C'est l'un des trépieds de cette trinité. L'administration est belge, elle est faite par les Belges à l'épuiser chez eux, les Wallons, pour qu'ils puissent parler le français, qui avaient déjà leurs problèmes aussi de caste chez eux. Ils vont prendre la basse caste pour venir ici, nous réfléchir à notre place. Et le deuxième trépied, ce sont les industries qui se sont posées, les entreprises, les minières et les autres, qui, eux, exploitent maintenant proprement des minéraux pour envoyer chez eux le diamant. Alors qu'on découvre, c'est envoyé là-bas et toujours le Congolais n'y voit pas ses dividendes. Ça, c'est maintenant la colonisation. Et le troisième trépied, vous vous doutez bien, c'est l'Église.
c'est l'Église au service de la colonisation. Le roi va leur dire, quand vous allez là-bas, on ne vous dit pas que vous allez les apprendre Dieu, parce qu'eux savent déjà. Nous avions déjà nos dieux. Vous n'allez pas leur dire, ne tuez pas, ne prenez pas la femme d'autrui, ne faites pas ça, parce qu'eux le connaissent déjà. Dans nos aïeux, on connaissait déjà les commandements de Dieu, on vivait déjà la sainteté. Et donc, ce que vous allez les apprendre, c'est que il faut accepter qu'on est inférieur, que le noir a péché, c'est que chacun, et il est maudit, et donc il doit être inférieur, ainsi de suite. Et toutes ces esprits sont mauvais. Pour tuer la culture. Tuer la culture. Il ne faut pas qu'ils prient ces masques, de la sorcellerie, c'est mauvais pour lui, ainsi de suite. Et voilà, maintenant, on nous nettoie toute la culture, et ça s'insère d'une façon structurée, bien systématique. Pendant les 2 temps vont faire au total 80 ans, jusqu'au moment où le courant de la décolonisation est lancé. Ce courant est lancé en Afrique de l'Ouest, hein. Mais c'est plus fort, personne ne peut plus résister. Tous les Africains, ils motivent, même inspirent même, juste aux États-Unis, avec les Noirs qui sont aux États-Unis dans l'esclavagisme, qui commencent aussi à riposter, à chercher la liberté. Le mouvement, le courant est tellement fort que tout le monde doit céder. Et les Belges n'ont pas, parce que vous vous rappelez, les Noirs sont des grands enfants, n'est-ce pas? Donc ils n'ont pas investi dans l'éducation des Noirs pendant les 80 ans de leur règne. Et c'est eux-mêmes qui dirigeaient toutes choses. Et maintenant, ils sont forcés. Ils doivent faire vite fait avec ce qu'il y a. Il y a un petit nombre de Noirs, de jeunes étudiants qui sont avertis, qui sont imbus et contaminés par ce mouvement. Et c'est eux qui vont prendre le relève. Moi, je me rappelle, on parle de Lumumba. La nouvelle dynamique Lumumba que je préside. Lumumba avait 35 ans, 36 ans au moment de l'indépendance. Mais tu peux sentir la hargne dans eux parce qu'ils ont vécu ces exercices, ils ont vécu ces injustices, Et la colonisation va structurer le paternalisme, il va le coupler à ce qu'on appelle le racisme. Parce qu'il va classer maintenant. Il y a des classes où le noir ne peut pas fréquenter, ainsi de suite. Les racismes classiques institués. Et eux, ils vivent ça. Ils vivent l'exploitation, ils vivent le racisme, les ridiculisations, les insultes, tout ça. Et c'est de ça. Et même les fouets. Les fouets, bien sûr. Les chicottes est là, et toutes ces choses. Et donc, c'est de cela que Lumumba parle dans son discours le jour de l'indépendance. Pour eux, ils ont voulu dire, ok, forcés par le courant des choses, ils doivent laisser l'indépendance venir, mais ils ne veulent pas que l'indépendance arrive. Et ils doivent montrer qu'ils le font de bon cœur. Et ils préparent ces discours, ils disent, oui, c'était pour la civilisation, on a fait ceci, on a construit des routes. Alors, et encore pour dire que le développement était inégal. Hein. Les routes, les chemins de fer et tout ce qui se construisait par rapport aux voies d'évacuation des minerais et des trucs économiques. Pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. Hein, et jamais pour l'intérêt de développer le Congo. C'est comme ça qu'à la veille de l'indépendance, c'est vrai, on a des écoles, il y a aussi des choses, il y a seulement qu'il n'y a pas une élite en masse pour pouvoir prendre. Et les peu qui sont là, surtout ceux qui ont des intérêts de Congolais, il y a maintenant une technique qui va se faire. Et ça, c'est Anne Blonde qui reporte, qui dit, c'était systématique qu'il faut utiliser la méthode de les diviser, hein, pour mieux régner. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont monter un Kasavubu contre un Lumumba, ainsi de suite, pour pouvoir casser tous ceux qui peuvent défendre les intérêts du Congo. Alors, les discours prononcés par les premiers ministres, Patrice Emery Lumumba, c'était
fabriqué ou écrit par lui-même ou bien il a improvisé. C'était la gauche belge qui avait peut-être écrit. Le discours a été fait pour lui, pour qu'il puisse le prononcer d'après l'histoire. Mais quand il a lu, quand il a regardé le discours, c'était un discours toujours pour pouvoir vanter. Non, le discours qui était fait initialement, c'est pour faire l'éloge de la colonisation et reconnaître que le roi nous donne maintenant la liberté et que c'est dans le bon bienfaisance de tout et très bien. Hein, donc c'était toujours du mensonge, de l'ironie. C'était un discours ironique. Alors lui, quand il a agréé à ce discours avec le président, mais Kasavubu, mais quand il s'est mis devant le podium, il a improvisé avec les discours vrais qui venaient de son cœur. Et c'est de ces discours qui a scellé tout, scellé sa mort, mais scellé aussi notre indépendance. Non, vous l'avez dit. Scellé notre malheur, parce que notre malheur commence par là. Okay. Le malheur du Congo indépendant commence avec ces discours qui va faire en sorte que tous il y a une sorte de complot, c'est un complot, n'est-ce pas, des complots de toute la communauté internationale qui doit faire en sorte que les Congolais qui ont les intérêts ne puissent plus. Parce que la mort de Lumumba a été vraiment orchestrée par plusieurs pays. Bon, tout à l'heure, ils vont juger. Ils ont pris le Belge là, qui était là le jour de... Ils vont faire un jugement en Belgique. J'espère qu'il va, parce qu'il nie tout le temps, mais on espère au fur et à mesure, même 60 ans, l'histoire se refera avec tous les détails près. Mais ils reconnaissent qu'ils ont dû demander aux États-Unis de s'impliquer. Rappelez-vous ici les États-Unis qui avaient défendu aussi notre colonisation et maintenant qui s'impliquent. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres jeux aussi. Il y a d'autres dimensions régionales et globales qui se font. Ici, le Congo se positionne au moment où il y a une force, une lutte entre le capitalisme et le communisme. Ouais. Il y a ces deux grands blocs et le bloc occidental et capitaliste, ils veulent investir dans... Là, c'est en 1960. Ça, maintenant, nous sommes accouchés, n'est-ce pas? Ouais. Nous sommes nés de la souffrance et nous sommes nés pas à de terme. manière prématurée, pas à terme. Et donc, nous devons prendre ces grands pays pour les diriger nous-mêmes avec quelques visionnaires qui sont là, mais qui ne sont pas laissés en paix. D'accord. On va essayer qui ne sont pas laissés en paix, mais vous-même, vous avez revendiqué, réclamé l'indépendance. Déjà, 5 régimes jusqu'à aujourd'hui, Kasavubu, Mobutu, Kabila et puis Tshisekedi. Comment vous scrutez, vous critiquez la gestion pendant ces 5 régimes? Oui. C'est ça d'ailleurs, c'est à la question, le bilan de ces 5 régimes. J'ai voulu rentrer avant l'accouchement pour que les compatriotes comprennent la démarche, notre difficulté que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous sommes nés de cette façon-là. La période de chaotique, comme on dit, parfois on dit la crise congolaise, elle se situe, elle, entre 1960 et 65, avant le coup d'État du maréchal Mobutu. Et pendant cette période, c'est le président Kasavubu qui est au pouvoir. Mais il est complètement submergé. Parce qu'au départ, il est monté contre Lumumba, mais même quand il a le pouvoir, c'est des sécessions. On a d'abord la mutinerie ici, et puis il y a la sécession au Katanga. Est-ce que derrière tout ça, la mutinerie, la sécession, les actes, il y avait toujours les mêmes Belges qui étaient les Belges sont tireurs toujours de ficelles. Absolument. Les Belges tirent les ficelles tout le temps. Tout le temps. Et ils ne sont pas seuls. Parce que ici, considérez ce qu'on a dit. Et j'aimerais bien ici le dire aux Congolais en disant ceci. Moi, Marie-Claire, assise ici, je ne suis pas en train de chercher à
monter une certaine colère contre les Belges. Par contre, je suis en train d'expliquer l'histoire, parce qu'il faudra qu'on connaisse bien notre histoire. Et en connaissant notre histoire, nous allons nous élever. Comprenons ici que depuis que le temps existe, l'histoire entre les pays n'est jamais une histoire d'amour. C'est l'histoire d'intérêt, pur et simple. Et donc, les Belges sont venus ici, ils ont récupéré ce pays pour leurs intérêts. C'est comme ça qu'ils ont cette trinité, comme vous le voyez monter, elle sert totalement les intérêts belges, pas les intérêts congolais. Et quand maintenant les Congolais doivent défendre ses intérêts, les Belges sont là pour l'en empêcher. Et avec sa complicité qui est là, le pays n'a jamais été laissé pour être un État. Et même ce qui est indépendant, réellement indépendant. Un État, c'est-à-dire pour être un corps, une unité, un pays qui est ensemble dirigé, qui peut se mouvoir sa volonté, dirigé partout. Parce que depuis, ils ont orchestré toujours ces sentiments tribalistes. Ils sont allés chercher des chefs, ainsi de suite, de faire leur porte-parole pour dire celui-là, il est contre. Nous monter entre nous, c'est tous les jeux qui s'est fait. Et c'était une stratégie, une manipulation qui existe jusqu'aujourd'hui. Et là, des 60 à 65. Oui, des 60 à 65, c'est la crise, c'est une période crise congolaise, et qui va se terminer, encore une fois, avec l'Occident, qui finit par trouver que c'est chaotique, c'est désordre, on perd notre intérêt dans ces désordres, il faudra qu'il y ait la paix, et pour cela, on va mettre un dictateur. On va avoir quelqu'un qui va avoir la main sur la population, un national, et nous allons lui donner tout le soutien, et il va servir les mêmes intérêts, et les intérêts vont regarder. Moi, j'appelle cette période une période d'opportunité pour le Congolais. Je crois qu'on était dans une autre émission, je disais, c'était une période où le Congo aurait pu renaître, le moment où Mobutu a pris le pouvoir. Hein, mais c'était pour les intérêts des Occidentaux toujours. Même que cela, parce que les intérêts des Occidentaux ne se termineront jamais. Quand on arrivera à cette époque présente, vous comprendrez très bien pourquoi je dis ça. Parce que retenez ceci, il n'y a pas, et là je vais côté, j'ai encore oublié de chercher l'auteur, mais il y a un auteur qui dit que entre pays, on n'a jamais des amis éternels, on n'a jamais des ennemis perpétuels, mais on a toujours des intérêts éternels et des intérêts perpétuels. Donc, pour tous ces pays qui ont découvert les richesses du Congo, et le Congo en a, selon leur période, si c'est l'ivoire, c'est le Congo, si c'est le caoutchouc, c'est le Congo, si c'est les cuivres, c'est le Congo, si c'est maintenant les coltons, c'est le Congo, tungstène, c'est le Congo, l'or, c'est le Congo, diamant, et même l'eau, et même la forêt, le bois. Quand on aura besoin de toutes ces choses, on les trouvera en abondance au Congo. Et c'est pour cela que le Congolais doit comprendre qu'il ne sera jamais laissé seul pour jouir de ses ressources. Et que lui doit identifier ses intérêts, ici notés, intérêts de l'État congolais, du peuple congolais dans son ensemble, pas intérêt individuel, pour pouvoir être à la diapason de défendre et d'échanger et de défendre ses propres intérêts pendant que les autres défendent aussi leurs intérêts. Alors, c'était l'occasion avec Mobutu de pouvoir faire des ça. C'était l'occasion. Mais qu'est-ce qui a empêché? Alors, Mobutu, au départ, parce que quand il a pris le pouvoir, vous vous rappellerez que $1 était égal à 2 $. Un franc congolais, à l'époque du Zaïre, un Zaïre pour 2 $. Donc Mobutu a pris quand même, il avait beaucoup de fierté, de dignité, et il nous a élevé cette nation, on était une force, il a fait l'armée. Au départ, il a eu des intentions de rendre le Congo grand. Mais au fur et à mesure qu'il a des résistances, parce que, bien sûr, ceux qui tirent des ficelles sont toujours là, mais aussi parce que c'est un régime dictatorial, le Congolais est quand même libre dans sa pensée. Ce sont des grands peuples, des grands royaumes et empires qui sont mis ensemble pour pouvoir constituer cet État indépendant du Congo, qui aujourd'hui est devenu le Congo belge, et après, c'est maintenant le Congo, le Zaïre, pendant l'époque de Mobutu. Donc, c'est toujours
ces forces, il y a des individus. Et Mobutu, au fur et à mesure qu'il est confronté à ces difficultés, il se crée une cour. Ouais. La Prima Curia, bien que c'était une cour mélangée, parce que Mobutu, on ne le blâmera jamais d'avoir cherché à unifier. C'était ça son cheval de bataille. L'unité et la sécurité. Oui, l'unité et la sécurité. Donc, pour pacifier, il a unifié. Et en cela, c'était plus facile pour lui parce qu'il a créé l'État-parti, le parti-État, le mouvement populaire de la Révolution. Tout le monde est impère. Et on chantait même la chanson Ozalana Libumu, Ozali impère, Ozalana bande de partout, tu es impère. Et ça fait que partout nous sommes un État. Ça a permis qu'il puisse prendre un gouverneur de Kwilu pour le mettre à Mongala, un gouverneur de Nord-Ubangi pour le mettre au Congo central, ainsi de suite, et mélanger les gens. Et on a voyagé partout. L'armée qui parlait le lingala pouvait avoir des gens de toutes les tribus et on les mutait partout. Moi, avec mon oncle qui est militaire, officier militaire, on a sillonné presque la quasi-république partout. Et partout, on était au Congo. Partout, il n'y avait pas de dire qu'on est Moulouba, on est ceci. Il a bien fait ce travail, mais quand il a commencé à décliner, parce qu'il y a eu encore d'autres forces internationales avec la chute de ces courants, les courants capitalistes a gagné sur le communisme et le perestroïka, le mur de Berlin est tombé. Et donc maintenant, tu vois, parce que les intérêts ne sont plus vraiment là. Et ici, Mobutu est vieillissant aussi parce que c'est le règne le plus long. Ouais. Lui, il a fait 32 ans. Personne d'autre n'a fait autant. Depuis qu'on est indépendant. C'est quasi la moitié. Que les intérêts étaient en train de vouloir... Oui. Ici, maintenant, on veut le lâcher. On va lâcher parce qu'il n'y a plus d'intérêt. N'oublions pas qu'il n'y a... Pourquoi on ne le fait pas pour Paul Biya, qui est au-delà de 40 ans de règne? Paul Biya. On l'a fait qu'au Congo. Alors, je ne peux pas. Peut-être parce qu'au Cameroun, il n'y a pas autant de richesses qu'il y a au Congo. Ou si je reviens à votre idée de départ, le Congo était fait comme une forêt, une mine où chaque pays doit aller tirer. Et donc, il ne faut pas les laisser en ordre. Aussi longtemps que les intérêts sont gardés sains, on ne va pas bouger les gens. Au moment de Mobutu, il y a des voix qui portent très fortes. Il y a Tshisekedi qui l'UDPS vers la fin des siècles, qui est très fort. Et on sent que Mobutu ne pourra pas maîtriser la population. Combien de temps les étudiants ont été sur la route? Il y a eu des manifestations, il y a eu même d'autres mutineries, pillages, toutes ces choses. La situation est un peu hors contrôle et Mobutu ne peut pas continuer à décimer parce que maintenant qu'on lui a donné qu'on doit être dans le multipartisme, il n'a pas eu le temps vraiment de créer des partis qui sont pour lui. Et là, il y a des vrais partis de l'opposition qui s'opposent à lui. Et tous ces gens qui calculent, ils voient le risque de continuer à appuyer quelqu'un qui n'a plus la notoriété ni l'amour de son peuple. Et même le peuple n'avait pas encore le peuple était fatigué. Oui. Le peuple était fatigué. Mais maintenant, aujourd'hui, lorsque les gens voient avec la démocratisation du pays, la démocratie, ce qui s'est fait et dans les médias et dans la société, on sent, il y en a qui réclament qu'il faut encore revenir au pouvoir dictatorial pour pouvoir s'imposer et faire des choses comme il se doit. Quelle est votre appréhension? Si à l'époque la dictature de Mobutu avait permis le développement et l'unité, hein? Non, l'unité était là, mais après il a décousu des choses lui-même parce que cette cour qu'il a créée autour de lui s'est transformée en kleptomanie. Ils ont commencé à s'enrichir eux-mêmes et c'est le même détournement a commencé déjà à ce moment-là. C'était les Mobutistes et les autres.
Quand vous créez cette séparation, vous ne vous occupez plus de la vie sociale, hein, donc les services sociaux et autres, tout de suite, l'éducation commence à chuter. À ce moment-là, nous, on était les étudiants, on n'a plus de bourse, pourtant on en avait avant. Toutes ces choses qui tombent, qui dégradent, ça permet que les gens ne voient plus l'intérêt de Mobutu. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de chercher à remonter cela, il cherche plutôt à se protéger avec clic. Il casse l'armée qui faisait peur en Afrique. L'armée qui est allée calmer les situations au Tchad et partout, même au Nigeria, pour chercher maintenant à avoir une division spéciale présidentielle qui n'est fait maintenant que de son ethnie. Voilà la personne qui ici parlait de l'unité et il a maintenant une armée monoethnique et tout cela. Ces choses ne vont pas aider. Et je pense que ce sont des leçons que le Congolais doit avoir. Mais si Mobutu avait continué dans cet élan, avait accepté d'avoir les challenges parmi ses opposants qui venaient, avait concédé à certaines des choses, pourquoi pas continuer? Parce que tu vois, ils nous ont dit la démocratie, mais la démocratie, c'est bien beau, on veut bien la démocratie, elle vient aussi avec ses effets secondaires. Aléas, ouais. On n'a pas, tout n'est pas bon à prendre comme cela, mais c'est eux-mêmes là, tu as dit, c'était Paul Biya, mais on va atterrir sur Kagame. Alors, dictateur en face qu'ils ont revenons supporté, alors, parce que Museveni. le temps est en train de filer. Ouais. Le Mobutu, bilan est mitigé. Mobutu Mosé vient et c'est là le calvaire du Congolais qui commence. Pourquoi? Parce que toujours cette communauté internationale qui est dans ce complot de défendre ses intérêts au niveau du Congo, il retrouve dans ces jeunes hommes et son ami ou bien son parrain, Museveni, une opportunité de maintenir une certaine stabilité au niveau, ou contrôle, disons seulement contrôle sur l'espace minier au niveau de la partie orientale du Congo. Et donc, il commissionne Kagame pour qu'il puisse garantir leurs intérêts à cet endroit. Et c'est là le malheur du Congo. Parce que Kagame, lui, a aussi son propre agenda. Et son agenda à lui, qu'il a aussi sous-traité, c'est lui de pouvoir prendre des terres congolaises qu'il a rêvé, je ne sais pas dans où, parce qu'il le dit, et maintenant il a même réussi de l'inscrire au niveau de son parlement. Il est très convaincu qu'il y a des terres rwandaises au Congo. Et il est très convaincu que les terres ou certaines qui ont été données aux réfugiés ce congolais, sont des mensonges. Mais bien sûr, cousus de tout chemin, parce que ici vous avez vu que le Congo a été tel quel, même avant, quand on partageait les pays comme colonies. Et c'est le Rwanda qui, dans cette histoire qu'on ne pourra plus rentrer de colonisation, a été donné, le Burundi était annexé à la RDC. À la RDC pour les gérer, pour diriger pendant qu'on avait gagné l'Allemagne. Mais maintenant, le Rwanda est rentré. Il n'y a pas de terres rwandaises. S'il y a des terres, il y a des terres congolaises au Rwanda que nous, on peut prendre le Rwanda, le ramener. Bon, anyway, on ferme la parenthèse, parce que vous dites les temps chutent. Le temps est en train de filer. Maintenant, avec le règne que moi, je voudrais bien appeler le règne de Kagame, ça veut justement dire que c'est le moment où Kagame est institutionnalisé pour jouer à ses complots. Et il amène Musée Laurent avec l'AFDEL, soi-disant qu'ils vont enlever Mobutu au pouvoir. Et rappelez-vous, le peuple est fatigué de Mobutu. Donc, qu'est-ce qui arrive? Musée Laurent est accueilli partout parce qu'on reconnaît et il a une histoire de résistance contre Mobutu avec des combats avec les Moulele, et ainsi de suite. Et donc, on l'accueille et lui-même, il y croit. Parce qu'on l'a, eux-mêmes, ils disent, il y a beaucoup de documentaires qui disent qu'ils ne savaient pas, on est allé le chercher, on lui a dit que vous allez prendre, et il était content parce que c'est le combat qu'il avait fait. Il a cru à un deuxième mensonge, qu'il venait maintenant prendre le pouvoir. Mais quand il arrive, il se proclame, il se proclame lui-même, et il comprend tout de suite que ce n'était pas ça les jeux. Les jeux, c'est de continuer à piller maintenant, et on lui a donné des Rwandais, des militaires, des ministres. Il n'avait pas
d'autre. Il n'avait pas une armée. Son armée, c'est l'armée rwandaise. C'est pourquoi je dis, le Rwanda nous a agressés depuis 1996 parce que Musée n'avait plus d'armée. Il était en train de vendre son pétrole ou son or qu'il faisait en Tanzanie tranquillement. Quand on est venu, c'est l'armée rwandaise qui l'a amené au pouvoir. Et donc maintenant, quand il nomme un général de corps d'état-major, James Kabarebe, c'est un Rwandais qui reste comme ici chez nous. Donc c'est le règne rwandais. Quand je dis c'est le règne rwandais, c'est le Rwanda qui est là avec James Kabarebe. Et qu'est-ce qu'il fait de l'armée? La première chose, il faut essayer d'éliminer tous ceux qui étaient des Mobutistes qui pensent, ainsi de suite, et remplacer. Les meilleurs éléments. Les meilleurs éléments sont éliminés. Et les gens disparaissent, les gens fuient le pays, et il reste. Et quand maintenant Musée comprend que ces gens ne comprennent pas, il nous a dit, il nous a dit qu'ils veulent juste prendre nous piller, et que ce n'est pas ça, il faut qu'ils rentrent, on ne peut pas payer une dette éternellement. Mais il se prend d'une façon militaire, la façon qu'il connaît aussi, une façon de réclamer par force. Et c'est ça la différence entre Musée Laurent Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Félix Antoine Tshisekedi a été le... Et là, vous sautez Kabila et Joseph. Je saute Kabila et je vais dire pourquoi. Parce que quand Kagame, avec son règne, voit maintenant que ces messieurs commencent à avoir les intérêts du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Et donc, quand il élimine Musée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le substituer par l'enfant qui est à côté, qui est pour nous. Et c'est ça le règne de Joseph Kabila. Maintenant, le règne de Joseph Kabila, c'est vraiment un règne de destruction de notre pays. Totalement. De 2001 à 2019, 18 ans de Joseph Kabila, pour citer que certaines choses, c'est vrai qu'au départ, quand il a pris avec, vous vous rappelez bien, quand le Musée Laurent Kabila a été tué, c'était d'ailleurs pendant la guerre avec d'autres factions, c'est la guerre qu'on dit la guerre régionale, avec 9 pays impliqués dans la guerre, Zimbabwe, Angola, tous ces pays, Burundi, tous ici dans le Congo, Rwanda et Ouganda qui se battent sur notre terre et même font des millions de morts et tuent les Congolais en passant à Kisangani. C'est vraiment la confusion totale. Et donc, toute cette confusion, c'est vrai qu'il y a des factions qui étaient opposées parce qu'ils ont compris que Kabila était l'agent du Rwanda. Et il y a des factions qui étaient genuinely opposées à Kabila et aux Rwandais qui l'accompagnaient. Et avec tout cela, avec la force qui soutient le Rwanda, il faut orchestrer le Sun City pour essayer de calmer tout le monde avec des mensonges pour dire, OK, on va faire un gouvernement de 1+4. Et donc, dans ce gouvernement 1+4, on est à Sun City, on a Grey, on est tout ça, et tout le monde part, on est d'accord, on va aller construire notre pays. Paf! CNDP se développe. Non, RCD. RCD plutôt, sorry, RCD. Non, on n'est pas d'accord avec c'est tel article. C'est maintenant le vrai ou Ubwenge manipulation de Kagame à l'œuvre. Quand il a maîtrisé toutes ces factions, maintenant sous son agent, le meilleur qui a eu, Joseph Kabila, qui a exécuté à perfection le règne de l'autre, de Kagame. Maintenant, il faut jouer ces jeux-là. Il faut amener les gens dans le Ubwenge. Il faut troubler encore pour ramener d'autres militaires rwandais et faire d'autres mixages au niveau du gouvernement, ainsi de suite. Prendre d'autres concessions par rapport à l'administration, créer des couloirs économiques, créer des couloirs sécuritaires au niveau de l'Est qui l'intéresse, infiltrer les systèmes, l'administration. Partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Les États, il faut les détruire. Les entreprises de l'État, il faut d'abord les détruire. Tous. Donc, ils détruisent, ils créent tout ce qui est privatisation. Il y a le brassage. Les institutions, il faut les détruire. Comment? Détruire les entreprises, ils créent ses propres entreprises. C'est propre. Il faut institutionnaliser les détournements, même dans les élections, dans tout ça. Donc maintenant, c'est le chaos. Et là, il était entouré des Congolais. Absolument. Il était entouré des Congolais. Absolument. Parce que vous savez, depuis la recette du départ,
que le Belge a utilisé. Et c'est là, si vraiment on arrive, moi j'aimerais conclure par là, et je peux déjà anticiper pour dire, notre malheur, le malheur du Congolais et les Congolais, c'est le Congolais lui-même qui est son malheur. Et notre salut, renaissance, est le Congolais, qui aura élevé son intelligence pour comprendre que sa bénédiction vient avec les envies, les complots, et que lui doit savoir danser aussi dans ces jeux-là, pour les intérêts de son peuple, pour les intérêts de sa population, pas ses intérêts individuels. Mais parce qu'on a institutionnalisé ici l'individualisme, vous vous rappelez, il y avait la kleptomanie de Mobutu avec Débrouillez-vous, article 15, et maintenant, elle est ici avec Kabila, institutionnalisée, pendant que Mouzé lui avait combattu cela, pendant les quelques 2 ans où il a régné. Quand il a voulu remettre les choses, ils ont dit, mais non, on n'a pas pris pour remettre le Congo, on l'a pris pour détruire le Congo. Et comme lui veut détruire, il faut prendre celui qui peut faire, on l'élimine. Et c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire avec Félix-Antoine Tshisekedi. Et exactement comme pour Mouzé, il a compris qu'il ne peut pas détruire son pays. Mais lui, il a utilisé vraiment, et ça, c'est quelque chose qui est entré désormais dans l'histoire de l'humanité, que Fachi est un vrai déboulonneur. D'abord, il hérite le pays hein, après les élections de 2018, sans la majorité au Parlement. Et il entre dans un mariage avec ce mariage FCC-Cash, où il est complet. Alors nous sommes maintenant dans le règne de Fachi, donc le régime de Fachi. Alors il faut qu'on comprenne ici. Il prend le pouvoir avec tout ce que l'on connaît, mais il fait 5 ans. Et dans les 5 ans, il parvient à faire partir la majorité qui était acquise à Kabila. Et puis il règne l'union sacrée. Mais là aussi, au sein de l'union sacrée, il y a autant d'infiltration, de frustration. Les gens les mêmes, parce qu'il y a dans les émissions des gens qui disent que Fachi se fait entourer toujours des gens de 1+4. Qui viennent avec leurs anciennes méthodes, leur façon de faire, qui ne cadrent pas avec la vision de Fachi. Et donc, pendant 2 ans de lutte avec la Kabylie et 3 ans de règne personnel, mais on sent toujours qu'il y a la souffrance. Alors, il y a toujours la souffrance, et c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit que le bilan est très mitigé. Il y a toujours la souffrance, mais il y a une grande opportunité ici de renaissance du Congo avec Fachi. Parce que lui, il a su que la meilleure façon de casser ces choses, ce n'est pas de se précipiter. C'est d'utiliser, je ne sais pas, sa sagesse réside dans quelque chose que j'aimerais décrire. Bien sûr, on lui a donné les noms du béton. Il est solide, mais il utilise une certaine façon qui peut apparaître comme une négligence. Et c'est pour cela qu'il se fait insulter comme un incompétent, qui ne fait rien, il est bête. Et il dit, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Il laisse couvert pour pouvoir permettre aux choses de se mettre d'une façon beaucoup plus légitime. Oui, mais il y a le temps. Mais le temps, il y a le temps. Mais maintenant, je viendrai personnellement, je vous informe que j'écris sur les défis de gouvernance de Félix Tshisekedi. Je vais y revenir. Et parmi les défis, parce qu'il y a le temps. Il y a le temps. Le temps, c'est un grand défi. Population, il y a l'UDPS, il y a autant de défis que je ne peux pas dévoiler tous ces défis. Il y a beaucoup de défis. Mais quand tu as beaucoup de défis comme ça, moi je suis un gestionnaire de programme, je travaille. Quand tu te mets devant un certain nombre de défis comme ça, il y a la notion de
priorisation. Ouais. Tu dois prioriser. On ne peut pas embarquer sur tous les défis. Et c'est ce qu'il fait. Et parce que la priorisation ouais, ici, ouais. c'est d'abord de sécuriser la paix. Parce que vous avez vu cette prédation, cette ingérence, ces complots qui a traîné depuis toujours, n'a pas seulement coûté les minéraux. Parce qu'on a parlé jusque-là des minéraux, du caoutchouc, de l'ivoire. Mais toutes ces choses, c'est les prix de nombreuses Congolais tués depuis, coupés le bras, terrorisés, maltraités, violés. Les temps filent, oui. On fait signe qu'on va finir. Ouais. Vous dites qu'il y a... Alors, il faut prioriser. Fachi, lui, il a priorisé la diplomatie. Il peut commencer par... La diplomatie qu'il a priorisée pour pouvoir amener cette guerre à la fin. Aujourd'hui, on va signer cet accord qui a une différence des autres accords qu'il a un garant qui a aussi intérêt à la paix, les États-Unis, et qui a accepté d'être partenaire pour assurer la redevabilité des conclusions ou bien des résolutions ou des accords des agréments qui sont dans cet accord. Ça, c'est pour une fois. C'est jamais fait. Mais les opposants ne donnent pas crédit à Bien sûr que accord. Les opposants, ils ont leur rôle de pouvoir ne pas donner un crédit. Et il faut que ça soit comme cela, parce qu'on ne peut pas créer à la triomphe quand on est devant un ennemi agresseur acharné comme Kagame et plein de ruses et l'expert ubwenguiste de la terre. Il entrera. Donc, il faut qu'il y ait toujours ces gens-là aussi qui voient toujours des brèches pour pouvoir réveiller à Fachi, à ceux qui le suivent, que ce n'est pas encore acquis, ainsi de suite. Donc l'issue pour la Renaissance, vous pensez que c'est cet accord? L'issue pour la Renaissance sur le plan de sécurité, c'est cet accord. Mais sur les autres plans, parce que Fachi ne s'est pas seulement limité là, même si la population se plaint par rapport au panier ménageur, par rapport à la dureté de la vie, ainsi de suite. Et ça, c'est vrai. Mais nous sommes pendant la guerre. Comment ne pas avoir dureté de la vie? Mais même là-dedans, Fachi n'a pas baissé le main. Fachi, d'abord, la première chose qu'il a assurée, entre autres, c'est cette liberté d'expression qui est là, que je n'ai pas cité par l'autre. On ne pouvait pas discuter comme ça sur ce plateau des Kabila. Pendant le Kabila, on sort de là, on liberté d'expression. Alors, la liberté, l'IGF a été restructurée pour pouvoir commencer maintenant à être les brigadiers, les gendarmes de détournement. Mais malgré sous l'IGF, on a continué à détourner, à corrompre, mais c'est bon. à frauder. C'est bon. Ouais. Au moins, on sait maintenant et on parle. Et il y a même le ministre de la Justice qui s'est vu en train d'être traduit en justice, qui a démissionné pour pouvoir faire la justice. Ça, c'est pour dire que la justice est en train aussi de se relever. Alors, il y a la justice, il y a l'économie dans le temps de macroéconomie avec Madame Judith. La stabilisation. Qui dit économie, madame, qui dit économie dit production, dit distribution, dit consommation. Alors, la production d'abord, il n'y en a pas. Bon, 65 ans après, madame. Tu sais pourquoi les conséquences de tout ce qu'il y a eu là, c'est notre économie errante. Elle est basée uniquement que sur des minerais. Pourtant, on a beaucoup d'autres, on pouvait la diversifier. Et bien sûr, le président, il a préféré diversifier l'économie. Voilà. Et donc, il faut dire, il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Les services sociaux, les services publics avec les généraux Kassongo qui a mais en général l'éducation aussi, la gratuité d'éducation, gratuité, bientôt la couverture sanitaire universelle, ce sont les choses qui vont retentir dans le bienfaisance et bien-être des personnes. Il y a les services publics, administration publique, avec les prix, les salaires qui ont été revus, les fichiers qui ont été nettoyés pour pouvoir éradiquer tous ces détournements qui allaient dans tout le sens. Et maintenant même, on parle d'harmoniser les salaires, et toutes ces choses. Il y a une renaissance en vue. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est ça la Renaissance. On ne peut pas hériter d'un pays qui a été sous destruction pendant plus de 50 ans et espérer les relever dans 5 ans. Comme ça, et tout est OK. Mais il est en train d'être relevé. On est déjà relevé. C'est qu'on est dans ce fond où on ne peut pas
Même quand on monte, on est à 8 mètres, on monte à 6 au-dessus, mais on est toujours dans le trou. Alors, il semble que tous les espoirs restent focalisés sur l'accord signé. Qu'est-ce qui va venir et qu'est-ce que la population doit faire? Parce que 65 ans, un homme de 65 ans ne peut pas continuer à se plaindre. C'est là où il faut que la population congolaise comprenne que c'est à elle, la population congolaise, de s'impliquer. D'abord, avec cette liberté d'exprimer, impliquons-nous, cherchons à connaître notre histoire. C'est déjà un premier pas. Apprenons à nos enfants et la jeunesse congolaise. Cherchons à s'approprier l'accord en question. Oui, appropriez-vous de l'accord, participez à cela. Les Américains viennent, ils ne parlent pas français. Apprenez l'anglais, apprenez le Haïti, commencez à pouvoir savoir pour interagir avec ces gens. Offrez-leur nos bijoux traditionnels, offrez-leur de visiter nos sites. Entraînez dans ces différentes diversifications d'économies qu'on peut faire de sorte qu'on puisse participer à notre propre développement. N'attendons pas la classe politique qui entoure Fachi, la classe politique va s'aligner dans cette dynamique. Il y a, tu sais, cette classe politique que tu as dit tout à l'heure, qu'elle est encore avec des unités qui sont au service de l'ennemi, qui viennent qui sont même de nouvelles autres. Il y a beaucoup de traîtres dans ce pays. Alors, cette classe politique sera seulement, elle doit comprendre et lire les signes de temps, qu'elle doit être là pour servir et non se servir. Et au fil et à mesure que le peuple congolais, on a parlé de ce Fachi qui déboulonne, mais il faut dire que s'il a déboulonné, c'est parce qu'il a aussi le peuple qui de plus en plus comprend. On demande à Fachi d'appliquer un peu de dictature positive pour faire respecter les choses. Mais la dictature positive, tu vois, quand Moselle Laurent l'a appliqué, il est parti. Fachi doit s'assurer, on a besoin qu'il soit en vie parce qu'il est entouré de tous ces gens qui cherchent à l'éliminer à tout moment. Il doit savoir se maintenir et laisser faire des choses. Et moi, je suis d'accord avec lui que dans ces cas ici, il faut faire des concessions, il faut savoir prioriser, il faut savoir jouer les cartes, il faut savoir danser les jeux. Et lui étant le fils d'Étienne Tshisekedi, je crois qu'il a appris à la source et il le fait très bien. Marie-Claire Mutanda, on a fini pour aujourd'hui. Merci, c'est beau, je vous remercie. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission spéciale indépendance. On a parlé du bilan, des défis et de la renaissance qui attendent les Congolais et surtout les régimes de Fachi. Nous pensons que cette fois-ci, ça va réussir. Il y aura la paix, il y aura la sécurité, il y aura le développement. On finit par là. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.